surtout, les inégalités du destin choquent la raison. Mais la parcelle du divin qui habite notre conscience proclame hautement que l'infinie justice réserve à chacun au-delà de cette vie une égalité absolue de devenir. Sur ce, mesdames, messieurs, bon après-midi. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole au panafricanisme. Vous êtes sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes, votre chaîne de télévision qui vous apporte le meilleur de l'information sur un plateau d'or. Et comme à notre habitude, des invités de marque encore cet après-midi. Je vais me tourner déjà à ma droite. Le président Banakani est avec nous encore cet après-midi. Président Banakani, bon après-midi, bienvenue à vous. Bon après-midi à toi, Jocelyn Goss. Vous avez dit bonne année? Oui, si vous voulez, pourquoi pas. D'accord. Bonne année alors. À chacun sa bonne année. C'est justement le début d'année pour nous ici à Panafricaniste TV. Et je découvre les décors rénovés, élevés au niveau des standards qu'exigeait déjà la renommée de Panafricaniste TV et la dimension qu'avaient atteinte nos émissions. Donc il faut d'abord saluer cette prouesse technique, tout le travail qui a été fait ici. Je salue Alassane pour les efforts qui ont été faits pour que le plateau puisse être complètement rénové, redimensionné techniquement par les efforts d'un prodige camerounais et son équipe, Son et les autres, comme ça je ne sais pas qu'on l'appelle, non, Son et les autres. Donc vous voyez que ça avait une émotion particulière que je m'assoie sur cette chaise, sur ce plateau. Donc c'est ma rentrée, c'est Panafricaniste TV, c'est notre rentrée, parce que je le fais avec toi, je le fais aussi avec quelqu'un qui est mon compagnon de lutte. Voilà, merci de m'avoir invité. Très heureux de vous avoir présent avec elle encore cet après-midi. À ma gauche. Je salue tous les téléspectateurs, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. On ne s'est pas vu, oui. Donc je les salue, je suis très très content de les retrouver. J'espère que le nouveau décor va beaucoup les plaire. On espère également, président Balakani, à ma gauche. André Christelle Fanga est avec nous également cet après-midi. André Christelle Fanga, bon après-midi, bienvenue à vous. Bon après-midi, monsieur Jocelyn Goss. C'est un plaisir de me retrouver sur Panafrican TV. Et c'est la première fois, malgré les rendez-vous, beaucoup de rendez-vous avortés pour des agendas qui ne concordaient pas. Je salue tous les téléspectateurs, tous ceux qui travaillent d'arrache-pied pour que cette télévision puisse davantage grimper, à atteindre les cimes dont nous souhaitons tous. Je salue particulièrement l'illustre invité qui va partager le plateau avec moi ce soir, le président Bandakani. Dans le jargon qui m'est propre et qui est propre à notre confrérie, n'est-ce pas? Parce que c'est une confrérie, on l'appelle le prophète en chef. Parce que quand le prophète en chef est là, il y a des décrets, il y a des déclarations, il y a tout ce que vous pouvez imaginer. Et depuis quelques années, tous les décrets et tous les déclarations ont trouvé des réponses justes. En fait, ce que nous avons dit, c'est avéré que c'est vrai et la confirmation, elle est là. Nous avons déclaré la mort de la CPI elle est morte. Nous avons déclaré la mort de beaucoup de pays, c'est terminé. Aujourd'hui, nous voyons que même l'ONU même est en train de mourir de sa belle mort. Donc, je crois qu'aujourd'hui, tous les téléspectateurs seront encore servis, n'est-ce pas, avec du bon repas panafricain. Du bon repas panafricain parce que aujourd'hui, l'Afrique a besoin des éléments qui leur permettent d'avoir une solidité, une maturité qui leur permet de mener le combat jusqu'au bout. Et c'est pour ça que nous ne cesserons de saluer les efforts de chacun de nous et particulièrement de celui que j'ai appelé le prophète en chef. Et merci pour l'invitation pour ce soir encore. Très heureux de vous avoir, André Christelle Fanga. Une question pour vous, messieurs. Diplomatie, Oligui Nguema Addo, le renforcement de la France-Afrique. Ce sera notre grande interrogation. Eh bien, mesdames, messieurs, du côté d'Abidjan, la diplomatie est finalement une affaire de treillis, disons-le ainsi. En froid, avec les autorités qui ont pris le pouvoir au Sahel, Alassane Dramane Ouattara, président ivoirien, a accueilli pour la première fois le chef de la transition gabonaise, le général Brice Oligui Nguema, jeudi 11 avril dernier, après 8 mois, on va le dire ainsi, de son coup de force contre Ali Bongo Ondimba, le soir de sa réélection le 30 août 2023.
Chers frères, vous êtes ici chez vous, a chaleureusement déclaré Alassane Dramane Ouattara en l'entame d'une visite de 3 jours de son hôte. On parle bien sûr du nouvel homme fort, oui, du nouvel homme fort du Gabon. Les régimes changent, mais les relations apparemment restent, indique-t-on au ministère ivoirien des Affaires étrangères. 5 mois après leur première entrevue à Riyad, en marge du sommet Union africaine-Arabie Saoudite, en novembre 2023, les deux hommes se revoient pour faire converger, nous dit-on, leur agenda diplomatique. Brice Oligui Nguema, arrivé au pouvoir par la force, est en quête de respectabilité sur les scènes, on va le dire, continentales et internationales. Quant à Alassane Dramane Ouattara, préoccupé, nous dit-on, par les tensions avec le Mali, le Burkina Faso et le Niger, il semble-t-il prouver qu'il accepte de parler avec tous les pays, y compris ceux dirigés justement par les hommes forts, les patriotes, les nationalistes, maliens, nigériens et burkinabés. Mais une question ressort quand même de cette visite. Pourquoi haïr les hommes forts du Niger, du Burkina Faso, du Mali et adouber, accepter, embrasser finalement celui du Gabon? Finalement, est-ce la diplomatie 2 poids 2 mesures venant de la Côte d'Ivoire? Dans tous les cas, nous savons ce qui s'y cache. L'ancien chef de la garde républicaine d'Ali Bongo, lui également, tente de poursuivre son travail, déjà bien engagé, de normalisation des relations diplomatiques. Rappelons également qu'en mars dernier, Libreville a repris sa place dans la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, la CEAC, étape préalable avant une éventuelle réintégration de l'Union africaine, qui avait suspendu Libreville après le coup d'État. Un retour pour lequel Brice Oligui Nguema est venu, nous dit-on entre guillemets, solliciter l'appui de son aîné afin de plaider en faveur de la levée des sanctions de l'Union africaine contre le Gabon. Finalement, Alassane Dramane Ouattara sera donc l'entremetteur pour que le Gabon revienne dans la maison mère de l'Union africaine et apparemment c'est lui le grand négociateur. Après s'être rendu en Guinée équatoriale en septembre, puis au Congo-Brazzaville, et puis, on ne va pas oublier, au Cameroun ou encore au Sénégal, en janvier, le chef du comité pour la transition et la restauration des institutions, c'est comme ça qu'on l'appelle, CTRI, cherche à rassurer ses partenaires africains et les Gabonais de l'étranger dans ce qu'il prévoit de rencontrer à Abidjan sur sa volonté d'organiser une élection présidentielle d'ici au mois août 2025. Ce sont ses propos. Dans cette perspective, le général de 49 ans a lancé début avril un dialogue national inclusif censé poser les fondements de nouvelles institutions et assurer la communauté internationale quant à ses intentions de retour à l'ordre constitutionnel dans un délai raisonnable. Voilà pourquoi nous nous interrogeons, nous aussi, diplomatie, Oligui Nguema chez Ado, le renforcement de la France-Afrique. Telle est notre grande interrogation. Eh bien, je vais me tourner vers vous, Président Badakani. Vous avez suivi également cette information d'Oligui Nguema qui se retrouvait du côté d'Abidjan. Et d'ailleurs, son frère a déclaré, Alassane Dramane Ouattara, « Chers frères, vous êtes ici chez vous. » Malheureusement, on va le dire ainsi, ce n'est pas le cas pour ceux qui dirigent par exemple le Niger, le Burkina Faso ou encore le Mali. Mais vous avez décidé d'introduire le débat sur ce prisme-là. Savoir que vous donnez à M. Ouattara la statue pouvant lui permettre d'adouber ici et de ne pas accepter par là. Vous me permettrez, avec tout le respect que j'ai pour vous, de m'ériger en faux contre ces honneurs immérités que vous donnez à M. Ouattara. On sait qu'il est moins qu'un sous-préfet. C'est un faussaire. Vous connaissez comment il a trafiqué les nationalités. C'est un faussaire, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Au sens propre du mot, dans tous les sens. On vous comprend parfaitement. C'est un faussaire, ça frise la Fémania, ce qu'il est d'ailleurs. Il n'est pas ivoirien, et il est devenu président de la Côte d'Ivoire par les voies que nous connaissons tous. J'ai appelé son accession à la magistrature suprême de Côte d'Ivoire la plus grande catastrophe qui a frappé l'Afrique depuis 50 ans. Et j'ai ensuite ajouté que c'est l'abjection suprême en politique. Je parle bien d'abjection suprême en politique. Donc, à partir de ces bases d'analyse qui sont incontestables, Jocelyn Ngoz, vous ne pouvez pas donner à ce monsieur une statue qu'il n'aura jamais et qu'il ne mérite pas.
Ce qui est clair, c'est que M. Oligui Nguema dévoile son vrai visage de plus en plus, le masque tombe, et il cherche des voies pour arriver à Paris. Oligui Nguema cherche les voies pour arriver à Paris. Et Paris veut lui faire payer ce petit jeu pour tromper les naïfs qu'il a essayé de montrer au début de la transition en faisant comme si il prenait ses distances à l'égard de Paris. Donc, maintenant que le marécage gabonais, je dis bien le marécage gabonais, c'est qu'on peut appeler, si vous voulez, autrement le système politique gabonais, maintenant que ce marécage-là, il a de la peine à nager à l'intérieur et que lui veut la stabiliser pour ses propres objectifs à lui, objectif présidentiel à lui, il faut bien maintenant qu'il cherche le maître qui connaît le plus le marécage et qui a fabriqué les caïmans qui nagent dans le marécage. Et ce maître fabricant, c'est la France. Alors, il passe donc par l'intermédiation de M. Ouattara, qui est l'ennemi en chef du continent africain et qui a la peau noire, mais n'a rien d'africain. Rien d'africain, c'est un mercenaire, un grand mercenaire. Et donc, M. Oligui Nguema est simplement allé chercher l'intermédiation du mercenaire en chef pour arriver à Paris. C'est ça qu'il faut comprendre. Et d'ailleurs, vous avez vu la prétention de M. Oligui. Au lieu de se taire, il ose demander à ses frères militaires de revoir leur copie et de revenir à la CEDEAO. Mais vous avez suivi ce qu'il a dit. Exact. Et voilà, ça vous dirait, il donne les gages. Mais tout ça est pitoyable. Ça fait pitié. Bon, nous n'avons jamais cru qu'une lumière supérieure devait venir de M. Oligui Nguema. Mais on a dit, ça a été un consensus non écrit au niveau du panafricanisme, que bon, ok. Bon, il a renversé Ali Bongo. Il ne faut pas trop lui demander. Nous avons dit ça. Que bon, c'est déjà beaucoup de renverser la famille Bongo. Mais on a compris que bon, il ne faut pas trop lui demander. En même temps, pas attendre grand chose, on va voir. Parce qu'il fallait gérer la fureur des Gabonais, de beaucoup de Gabonais, qui pensaient que non, ils ont fait la révolution la plus extraordinaire qu'il y ait jamais eu sur Terre. Nous, on le disait, du haut de notre expérience et de l'expérience de l'histoire, qu'il suffit de lire que vous n'avez encore rien fait. Vous avez seulement chassé Ali Bongo. Le système Bongo est là. Et le système Bongo n'est que la face visible du système france-africain, dont le Gabon est une des terres où, un des fils aînés. Un fils aîné. Donc vous n'avez encore rien fait. Quand vous avez chassé la famille Bongo, il reste le système Bongo et il reste la France-Afrique et la tête de la France qui sont là. Bon, ils n'ont pas compris. Ils savaient que les Gabonais à l'époque, ils croyaient que non, vraiment, il y avait l'euphorie. Il fallait que nous respections ça. Parce qu'ils allaient commencer à nous insulter, dire que vous ne parlez pas de vos pays, vous parlez seulement de nos pays. On a respecté. Le poste allait bientôt faire plus d'un an qu'il est là. Exact. Bon, maintenant, ça commence à devenir sérieux, non? On commence à voir. La réalité commence à rattraper. Comme ça va arriver aussi au Sénégal, mais ce n'est pas le débat d'aujourd'hui. La réalité commence à rattraper les gens. Et Oligui Nguema, face aux réalités du marécage gabonais, donc lui, il est un des caïmans les plus méchants. Il se rend compte que, même s'il est militaire, il y a d'autres caïmans là, qui ne sont pas militaires, mais qui sont puissants, et qui peuvent l'avaler. Alors, c'est pour ça qu'il a mis sur pied ce qu'on appelle des mesures de gouvernance, parlons comme ça. On essaye d'attraper tel voleur ici, on fait des mesures cosmétiques, qui sont certes nécessaires. C'est important que des voleurs remboursent ce qu'ils ont volé. C'est important de mettre un peu d'ordre. Mais lorsque celui qui veut mettre l'ordre lui-même ne peut pas expliquer où il a pris sa fortune, ce monsieur est un des Gabonais les plus riches. Oligui Nguema. Il n'a jamais expliqué comment il a fait pour être riche. C'est un bongo. Je dis que c'est un bongo. Vous avez vu la visite qu'il a faite auprès du président Sassou Nguesso. Vous avez vu ce qui s'est passé. Vous avez vu que ce n'est pas la politique qu'on fait là-bas. C'est une autre affaire quasi familiale. Et avec des allégeances qui ont surpris les naïfs, mais que nous on comprend. C'est un bongo. Alors maintenant que les Gabonais ont dit, nous avons chassé les bongos. On a chassé Ali Bongo et consorts. Je ne pleure pas ces gens-là. Je ne pleure pas cette famille, rassurez-vous. Mais c'est un héritier bongo qui est là. Donc vous voyez très bien que pour nager dans ce marécage-là, devenir le caïman en chef, d'abord, parce que son grand combat, c'est devenu le caïman en chef. Ça n'est pas gagné. Ce n'est pas gagné.
Même l'armée, pour l'instant, là, qui fait semblant d'être unie, est traversée par des divisions sérieuses. Donc, tout ça fait que l'Oulingema a besoin de parrains capables de neutraliser les caïmans qui peuvent le menacer. Mais la question est celle-ci, la question fondamentale est celle-ci. En retour, il va les donner quoi? Il a commencé à montrer ce qu'il peut donner. Il va donner les ordres à ce soi-disant frères militaires dans une démarche qui frise la bêtise, qui fait honte. Ça fait honte. Donc, là encore, on voit une fois de plus, vous avez parlé de diplomatie. Bon, voilà quelqu'un qui sous-traite sa diplomatie, ça veut tout dire. Il est conscient lui-même que le pays n'est pas en mesure d'envoyer une diplomatie autonome. Il a commencé par Sassou, après maintenant il va sous-traiter ça à l'ennemi du continent africain. Ce qu'il y a de pire dans l'histoire de l'Afrique, M. Ouattara, vous voyez très bien qu'il indique, parce que s'il avait envoyé un Premier ministre, on aurait pu comprendre que bon, le président c'est des images. Mais lui-même, qui est le dépositaire de la diplomatie du Gabon, qui est l'ordonnateur en chef de la diplomatie du Gabon, qui est celui qui déclenche les rythmes de cette diplomatie, il est allé lui-même faire allégeance à un voyou, un mercenaire, M. Ouattara. Monsieur Ngoz, ça montre, quand un chef d'État commence à faire ces sorties-là, il faut bien suivre ces sorties et analyser le cachet qu'il donne à chaque sortie, à chaque étape. Vous voyez le cachet particulier qu'il a donné. On peut me dire que bon, c'est pour la première visite, il a fait le tour. Mais les autres visites avaient un sens précis. La sous-région Afrique centrale, il a cherché à lever les sanctions. On les a levées. Parce qu'au départ même, on avait dit qu'on n'est pas comme la CEDEAO, on ne sanctionne pas, c'est des sanctions, comment on dit, c'était des sanctions on appelle ça, préventives. Donc dès qu'il a rempli certaines conditions, on a levé les sanctions. Mais maintenant, alors qu'il commence à attaquer les sujets politiques, première visite c'est qui? C'est Ouattara. Ça montre très bien quel est le sens qu'il veut donner à sa diplomatie. Oui. Donc je pense que là c'est un premier indicateur de ce qu'il pèse, de ce qu'il vaut. Mais bon, nous ne sommes pas surpris parce que bon, nous n'attendons pas beaucoup du Gabon. Nous savons qu'il y a des panafricanistes au Gabon. Oui. Nous savons très bien qu'il y en a beaucoup, mais pour l'instant, ils ne constituent pas encore la force dominante. Ils ne sont pas encore si forts que ça. Nous avons une pensée pour eux, mais la vérité aujourd'hui, c'est que M. Nguema, lui n'aime pas le panafricanisme. Il n'aime pas, je vous le dis, à titre personnel, il n'aime pas le panafricanisme et ça se traduit dans son comportement. Merci, Président Badekani, pour ce premier jet. André Kisel Fanga, cela signifie-t-il finalement que ce qui s'est passé du côté de la Côte d'Ivoire il y a quelques jours, c'est le renforcement même de la France-Afrique, quand on sait aussi que depuis les années 60, le Gabon, le Maroc, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Togo sont vraiment au centre même de ce qu'on appelle la France-Afrique. Heureusement que vous avez rappelé l'histoire, parce que quand j'ai vu ça, j'ai vu une rencontre outre-tombe. Une rencontre outre-tombe. C'est-à-dire une rencontre où Houphouët-Boigny, Bongo. Omar Bongo. Houphouët-Boigny, Bongo. Omar Bongo. C'était une rencontre outre-tombe. Parce que là, c'est comme si ces deux revenants, deux rescapés de cette maudite France-Afrique qui se retrouvaient. Parce que quand vous regardez Houphouët-Boigny, ce qu'il a été pour la France-Afrique, quand vous regardez M. Bongo Omar, ce qu'il a été pour la France-Afrique, vous savez que Ali Bongo n'a pas été très France-africain. Hein. La preuve en est quand il est arrivé, une première des choses, c'était peut-être 2 ou 3 ans, le premier mandat, il a fait et le Gabon est devenu membre du Commonwealth, ce qui a déplu véritablement à la France. Donc vous voyez qu'il y avait quand même déjà des allures de quelques changements. Donc les Chinois sont arrivés et donc il y avait quand même exactement. Donc il y a eu quand même quelques réformes là qui ont apporté une légère, n'est-ce pas, de la France. Donc il fallait véritablement rattraper ça le plus rapidement possible. Et la maladie aidant, n'est-ce pas, du président Ali Bongo, alors on en a profité pour justement l'écarter du cercle de décision, du cercle du pouvoir. Donc quand nous regardons ça, nous savons tous que Oligui Nguema est arrivé au pouvoir de la même façon que M. Alassane Dramane Ouattara. Bon, mieux pour Oligui Nguema parce qu'il n'y a pas eu amoncellement des cadavres. Oui. Mais pour M. Alassane Dramane Ouattara, vous savez qu'il est arrivé par coup d'État.
sanglant, terrible, génocidaire. Un coup d'État où il y a eu des millions de morts. Je ne parle pas des milliers de morts, des millions de morts. Parce que M. Ouattara fait la guerre contre l'Afrique et la Côte d'Ivoire depuis 1993. Dès que Houphouët-Boigny est mort, M. Alassane Dramane Ouattara a organisé la guerre contre les Ivoiriens. Pourquoi je le dis? Parce que quand la Constitution ne lui a pas permis de devenir le successeur constitutionnel de M. Houphouët-Boigny, n'est-ce pas? Parce que c'était prévu que c'est le président de l'Assemblée nationale qui devient le successeur constitutionnel du président de la République en cas de décès ou bien de vacances de pouvoir. Alassane Dramane Ouattara a tout fait pour manœuvrer pour qu'on puisse changer cette constitution. Ça n'a pas été possible. Finalement, Charles Konan Bédié, père son âme, qui est décédé aussi, a finalement pris le pouvoir. Mais à partir de ce jour-là, n'est-ce pas, Ouattara a décidé de faire la guerre aux Ivoiriens. C'est comme ça qu'il a manœuvré jusqu'à l'arrivée du coup d'État de 99. Vous l'appelez le général Robert Gueye. Robert Gueye aussi qui est resté là peut-être 2 ans et la guerre, ils sont allés aux élections après les élections, la guerre a commencé quand le président Laurent Koudou-Gbagbo gagne les élections, n'est-ce pas? Il y a ce désordre qui commence et une rébellion éclate. La rébellion financée par qui? Alassane Dramane Ouattara, Kimba Fori, Soro Guillaume et les bailleurs de fonds internationaux qui font la guerre à la Côte d'Ivoire de 2002 jusqu'en 2010. Je dis bien, ils font la guerre. Le pays est divisé en deux. Quand on se retrouve avec un pays divisé en deux, sous la gouverne, n'est-ce pas, le nord est dirigé par Kimba Fori, Soro Guillaume, des forces nouvelles, avec le parrain, M. Alassane Dramane Ouattara, arrivé aux élections de 2010, c'est l'une des aberrations, l'une des choses que, quand je dis souvent que moi je ne suis pas pour les élections, je ne suis pas démocrate. Parce que quand on regarde, on dit, ok, l'ONU décide de dire on organise les élections en Côte d'Ivoire. On organise les élections sans désarmer. Finalement, on va à une élection où les rebelles sont armés. Ça aboutit à quoi à la fin? À une guerre. Et donc, après les élections de 2010-2011, on finit par avoir une guerre qui fait encore des millions de morts. Donc, vous comprenez que M. Alassane Dramane Ouattara est un sanguinaire. C'était quelqu'un qui est là pour perpétuer l'œuvre de la France, n'est-ce pas, sur le continent africain. Maintenant, Oligui Nguema arrive aussi au pouvoir par coup d'État. Mais ce qu'il faut rappeler sur Oligui Nguema est porte-fanion, ou bien il est garde-corps, n'est-ce pas, garde-corps de M. Omar Bongo, pendant plus de 20 ans. Donc, avant qu'il n'arrive chef d'état-major, tout ce que vous voulez, et tout, il est garde-corps du président Omar Bongo. Donc, il connaît bien Alassane Dramane Ouattara, il connaît bien la Côte d'Ivoire, il connaît bien les pays, il connaît tous les circuits de la France-Afrique. Parce que c'est ce que vous avez bien voulu mettre en réserve, c'est-à-dire la France-Afrique. Oui. Donc, M. Oligui Nguema était dans toutes les missions, n'est-ce pas, de ces chefs d'État qui étaient dans la logique de perpétuer la France-Afrique. Parce que si vous êtes garde-corps du président Omar Bongo, n'est-ce pas, El Hadj Omar Bongo, qui était l'un des patrons de la France-Afrique, n'est-ce pas, sur le territoire africain, et que vous l'avez accompagné, que ça soit chaque jour d'ailleurs, tous les jours, mission. À chaque mission, que ça soit en France, que ça soit dans d'autres pays. Donc, il connaît tous les rouages, n'est-ce pas, de la France-Afrique. Et d'ailleurs, même on dit que c'est l'un des héritiers Bongo. Ah oui, parce que c'est lui qui connaissait où il partait déposer l'argent. Oui, déposer l'argent. Donc, c'est l'un des héritiers. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, quand Ali Bongo arrive au pouvoir, il est un peu en disgrâce à un moment donné, parce que, bon, il y a des bisbilles, mais parce qu'il avait plus pris le côté de Madame Pascaline Bongo, qui était très proche, n'est-ce pas, de son papa aussi, par rapport, n'est-ce pas, à certains gestionnaires, n'est-ce pas, de certains fonds. Donc, ici, connaissait très bien Pascaline Bongo et Oligui Nguema. Donc, vous voyez que quand Ali Bongo arrive au pouvoir, ça crée un peu la distance. Vous savez que Pascaline n'était pas très pour que M. Ali Bongo arrive au pouvoir. Oui. Elle voulait que son ancien mari, vous le connaissez, son ancien mari,
Jean Ping, vous faites comme si c'était nouveau. Jean Ping, n'est-ce pas? Jean Ping arrive au pouvoir, qui était très président de la Commission de l'Union africaine. Donc, vous voyez que tout se joue, n'est-ce pas, au cercle fermé. Qui a également joué un grand rôle, on va le dire, également dans la crise post-électorale du côté de la Côte d'Ivoire. Vous voyez que tout se ressemble. Tous sont dans les patates du même sillon. Donc, vous comprenez que Oligui Nguema ne peut pas être dissocié, n'est-ce pas, de la gestion de la France-Afrique. Parce qu'il a été au cœur, et il est toujours au cœur. Maintenant qu'il a pris lui-même les rênes, n'est-ce pas, du pouvoir, il ne veut que consolider ça. En fait, il allait dans l'antichambre, n'est-ce pas, qui va lui permettre d'aller à la grande chambre. L'antichambre, c'est finalement la Côte d'Ivoire. Mais c'est la Côte d'Ivoire. La grande chambre, c'est l'Élysée. Mais bien sûr. Donc, il va d'abord dans l'antichambre, qui est la Côte d'Ivoire, avec son patron, qui est M. Alassane Dramane Ouattara, qui est le grand parrain maintenant de la France-Afrique, n'est-ce pas, au niveau de l'Afrique. Donc, qui va négocier avec le grand parrain, c'est-à-dire Emmanuel Macron, pour qu'il puisse recevoir Oligui Nguema. Donc, vous comprenez que tout ça est dans la même logique. Enfin, il allait donner les garanties que vraiment, dit au parrain que je suis prêt à travailler pour la France-Afrique. Je suis prêt à obéir. Je suis un enfant docile. D'ailleurs, il sait que j'étais derrière Père Bongo depuis des années, donc je connais comment ça fonctionne. Donc, il n'y a rien de nouveau là. Et bientôt même, s'il faut même que j'enlève même le TI, n'est-ce pas, pour que je devienne civil et que je sois président, il n'y a pas de problème. Parce que c'est ces négociations-là qui sont en train d'arriver. Si M. Alassane Dramane Ouattara est arrivé par coup d'État, vous comprenez un peu, oui, et est devenu président élu. Vous savez que c'est en Côte d'Ivoire qu'on a expérimenté la première fois le président élu et le président reconnu. Et M. Alassane Dramane Ouattara est la première reconnue. Vous voyez un peu. Donc, vous voyez que si il entre dans la même logique, c'est-à-dire Oligui Nguema entre dans la même logique de président reconnu à l'international, donc le parrain aura, le sous-parrain aura arrangé la voie, n'est-ce pas, l'envoyer à Paris, et maintenant on va le reconnaître et finalement on va l'adouber et il peut enlever maintenant son TI et devenir civil et postuler aux élections. Postuler aux élections qui auront lieu, il parle bien sûr de 2025. Il a promis d'ailleurs qu'il va donner le pouvoir aux civils. Ce sont ses promesses. Président Badakane à l'international, il faut quand même dire que l'image du général gabonais est relativement présentée et surtout préservée, docilisée si vous voulez. Son coup d'État mettant fin à près de, on va dire, 50 ans de règne dynastique de la famille Bongo a été bien moins critiqué que dans les autres pays. Est-ce pour cela qu'aujourd'hui, tout le monde, on parle à l'international, regarde ce côté-là? Vous voulez énerver les Gabonais? Je n'ai personne, je pose des questions. Parce que vous voulez, si vous commencez à vouloir qualifier leur révolution, ils vont sortir là et dire que, bon, ils ne sont pas tous comme ça. Mais les panafricanistes ont l'obligation, c'est un devoir, c'est une responsabilité, c'est un avant-gardisme que nous assumons. Il n'y avait rien au Gabon. Mais c'est parce que c'est plus la joie après la chute d'une dynastie qui avait réussi à confondre le pays et cette dynastie-là, et les limites de cette dynastie. On a fait qu'on a confondu un pays à une famille. C'est plus l'écho de la chute de cette famille qui a donné à M. Oligui Nguema un état de grâce. Il faut ajouter aussi au fait que le fait qu'il n'y a pas eu de bain de sang, tout ça, et puis que l'armée rapidement a fait bloc derrière lui, ça lui a donné un état de grâce. Mais plus le temps passe, on voit très bien qu'il n'y a pas de ressort. Il n'y a pas de ressort profond, il n'y a pas de ressort profond panafricaniste à ce qui s'est passé lors de du renversement d'Ali Bongo. Alors, quand nous parlons de ressort panafricaniste, à quoi est-ce que nous voulons faire allusion? Il faut distinguer l'histoire officielle du Gabon et la vraie histoire du Gabon. L'histoire officielle du Gabon, la France l'a réécrite une fois qu'elle a anéanti toutes les résistances. Il faut rappeler que le Gabon, comme beaucoup de pays africains, est une terre de résistance à la colonisation. Il y a de grandes figures de résistants gabonais. Vous avez des gens comme les Emmanuel Tollet, vous avez les Mavouroulou, les Mbombe, il y en a d'autres.
Les Gabonais ont résisté à la colonisation. Ne vous fiez pas à l'histoire qu'on nous a vendue, que les Français nous ont vendue, en faisant faire comme si non, vraiment, les Gabonais sont des Français, c'est les arrière-fils des Français. Que bon, c'est même par hasard que la forêt, là, c'est un accident de leur histoire. Ils viennent de la Gaule, ils ont atterri en forêt, et puis, bon, il y a la parenthèse, cette parenthèse-là. Non, les Gabonais ont résisté à la colonisation. Comme au Cameroun et ailleurs, on a favorisé l'accès au pouvoir à des gens qui, à un moment donné, n'est-ce pas, ne comprenaient pas grand-chose au combat de la décolonisation, comme les Mbongo Père, tout ça qu'on sort. On connaît, bon, il y a eu une histoire tumultueuse. Et le président avant lui. Oui, il y a eu... Lumumba était, à un moment donné, il était nationaliste. Bon, il y a nationalisme et nationalisme. Hein. Il était nationaliste. On connaît bien la bataille qu'il opposait à Pierre Hilaire-Obama. Ces tumultes pré-indépendantistes qui ont déterminé un peu l'avenir du Gabon. Lumumba a été renversé, il va revenir. Bon, et après, il va dire que De Gaulle est son père. Bon. Ce qui explique très bien quel était le niveau de son nationalisme. Donc, c'est clair. Donc, le Gabon, c'est une terre de résistance. Les panafricanistes récapitulent les histoires de résistance en Afrique. Il n'y a pas de panafricanisme sans récapitulation de chaque histoire de résistance en Afrique. Et le Gabon, c'est une terre de panafricanisme. Parce qu'il y a eu cette résistance au Gabon qu'on a voulu effacer. Donc, et nous disons aux Gabonais, mais relisez votre histoire. Réconciliez-vous avec toute votre histoire, pas celle que les Français vous ont racontée, pas celle que les familles régnantes vous racontent. C'est-à-dire, quand on parle de l'histoire ou bien de la culture, on réduit la culture aux singeries de la classe dirigeante, qui est dans un syncrétisme culturel bizarre, des rituels franc-maçonniques mélangés avec des rites religieux, de confessions religieuses d'origine occidentale, catholicisme, matière et consorts, qu'il faut bien distinguer de la parole de Dieu. Il ne faut pas confondre les visages du confessionnalisme religieux dit chrétien et le véritable christianisme. Vous voyez, maintenant, ça commence à bouger. Oui, maintenant que Poutine a dit certaines choses, ça commence à bouger. Mais Poutine dit ce que nous on dit depuis 15 ans. Et que très peu de frères africains ont voulu comprendre quand ils n'ont pas voulu nous lapider. Mais on le coupe, les vérités vont s'imposer. Il faut distinguer. Donc, quand on parle de culture, là, c'est les mélanges de ce genre. Le père Mbongo, c'était un grand prêtre qui, en même temps, régnait là-bas, croisait et dominait toutes les religions et toutes les pratiques qu'il y avait au Gabon. Il a créé sa part de trucs là. Donc, il ne faut pas confondre ça avec la culture du Gabon. Pas confondre tout ça. Il y a la culture populaire, comment le peuple se réapproprie une culture et met ça au service d'une logique de résistance. C'est pour ça que moi je convoque le nom que je suis en train de convoquer là. Pour dire aux Gabonais de faire attention. L'histoire officielle, ce n'est pas l'histoire. Attention. Qui vous a été raconté. Oui, ce n'est pas l'histoire. Donc à partir de là, nous sommes bien fondés à dire que le Gabon, c'est aussi une terre de panafricanisme. Ce n'est pas non seulement une terre de panafricanisme, c'est qu'il n'y a pas de solution pour aucun pays africain en dehors du panafricanisme. Il n'y en a pas. Maintenant que leurs dirigeants, qu'ils ont tant adulé, n'aiment pas le panafricanisme et a pour modèle le criminel d'Abidjan, mais le débat est clos. Ça, c'est un défi que les Gabonais doivent relever. Qu'est-ce que le Lingema a à voir, qu'est-ce qu'il va faire chez Ouattara? Ouattara est un modèle en quoi? Qu'est-ce que Ouattara peut dire à un président? Qu'est-ce que Ouattara peut conseiller à quelqu'un, même dans la vie? Ouattara incarne même que l'expérience de vie qu'on peut imiter. C'est un mercenaire depuis son enfance. C'est un traître. Il ne vit que pour détruire le continent africain. Qu'est-ce qu'on peut écouter de Ouattara? Il a quelle expérience? Même si Ouattara a 200 ans, il ne peut pas être un sage. Même s'il a 1000 ans, il ne peut pas être un sage. Parce que les sages ne sont pas de Satan. Ouattara n'a rien qu'on puisse recueillir de lui. Alors, moi je veux savoir, qu'est-ce que Lingema va chercher auprès de Ouattara? Si ce n'est pas là de travailler contre l'Afrique. Moi, je veux bien savoir. Qu'est-ce qu'il va chercher autour de lui et se permettre de donner le conseil à des dirigeants qui sont engagés dans des processus sérieux et profonds de rupture panafricaniste ou panafricanisante. Qu'est-ce qu'il va chercher? Donc, les choses sont claires. On ne peut pas être l'ami de tout le monde dans la vie. Il y a là un mélange déjà à faire réfléchir. Lui, il a les manettes du pouvoir puisque l'amour autour de lui. Mais quelles sont ses grandes orientations? On les voit bien. Hein? Je vais vous expliquer pourquoi. Vous avez chassé Mbongo, fils. C'est normal, personne ne le pleure. Mais est-ce qu'au départ, c'est demandé au Gabonais que vous voulez le remplacer par qui? Je suis sûr que vous n'aurez pas choisi un Mbongo, non? Du tout. Mais on ne peut pas chasser un Mbongo et remplacer par un Mbongo. Je répète,
Oligui Nguema, c'est un bongo. Ancien poste de l'ex-président Omar Bongo, dont il a été l'aide de camp et cousin d'Ali Bongo, il faut également le préciser. Donc, les Gabonais doivent eux-mêmes savoir ce qu'ils ont fait. Ils ont remplacé Bongo par un bongo. Maintenant, nous n'allons pas faire ce qu'on appelle délit de patronyme ou de famille. Maintenant, nous, les recettes, on a dit, bon, observons-le, voyons ce qu'il va faire. Il a fait des gesticulations, il a fait quelques mesures de gouvernance spectaculaires. Hein? Arrêter Sylvian Bongo, mettre en prison. Aucun Africain ne pleure Sylvian Bongo. Elle mérite ce qui lui arrive. Aucun Africain. Elle est son fils. Mais si tu fais tout ça, et après tu vas voir Ouattara, ça veut dire quoi? Pourquoi il ne peut pas aller voir ses frères militaires? Pourquoi? Il veut inventer quelle trajectoire militaire qu'on n'a pas encore vu en Afrique. Qu'est-ce qu'il veut inventer? Pourquoi il ne peut pas aller voir ses frères militaires? Pourquoi? Il va voir quelqu'un qui veut détruire le Mali, le Burkina et le Niger. Il a mission pour le compte de la communauté internationale, criminelle autoproclamée. Et c'est lui que Oligui Nguema a choisi d'aller voir. Il y a là une défiance une défiance d'abord de la révolution panafricaniste. Tout à l'heure, on a dit que j'étais un chef prophète. Je pense que tout à l'heure, les décrets vont sortir. Donc, tout à l'heure, on a dit qu'il y a cette défiance-là. Il défie la révolution panafricaniste. Mais en plus, il a une arrogance de futur traître. C'est-à-dire que c'est arrogamment même qu'il veut jouer à la trahison en allant saluer Ouattara. On ne part pas vers Ouattara, n'importe comment ici en Afrique. Ouattara représente quelque chose, c'est-à-dire qu'il représente l'ignominie de notre histoire. Alors, quand quelqu'un comme ça, pour qui les gens sont allés dans les rues, les gens ont cru qu'il incarnait quelque chose, se lève un matin et va voir Ouattara. Et au lieu de le voir rentrer tranquille encore, on peut dire que, bon, ok, la politique a souvent des exigences qui sont compliquées. Non, il fait des déclarations pour prouver, c'est-à-dire provocatrices, il donne la ligne. Alors, vous savez très bien qu'il le fait, les choses sont claires. Oui. Il veut quémander la reconnaissance de la communauté internationale. Son rêve, c'est d'être adoubé totalement par cette communauté. Et moi, je vais vous dire pourquoi. Ce n'est pas parce qu'il a un projet politique sérieux. Non. Je vous ai dit, il veut être le chef des caïmans. Parce que les caïmans du marécage gabonais ont été fabriqués par la communauté internationale. Tous. Fabriqués par le père Bongo, pour la plupart. Donc, leurs arrière-parents, c'est la communauté internationale. Je veux dire qu'il est dans une bagarre avec ces caïmans, même si pour l'instant, on lui a donné un peu de répit. On le guette. Hein? Les Ondosa, toute cette bande-là, toute la bande-là, vous les connaissez, ce sont des caïmans. Bientôt, ils vont sortir. Quand vous avez vu la tête au Mali pour dire qu'il faut les élections, il faut la démocratie. Assimi Goïta a vite compris que les histoires démocratiques que j'ai vues dans la constitution du Mali, là, moi j'avais dit à l'époque, bon ok, moi je vais voir comment ça va tenir. Les réalités sont là maintenant. Il a pris la bonne décision, suspendre les faux partis, des faussaires qui sont à la tête du parti. Des partis sont des mercenaires. Oui. Donc Oligui Nguema, lui, il veut passer pour un militaire qui va être apprécié par la communauté internationale et à qui on pourrait trouver même un travail au cas où il n'est pas candidat. N'est-ce pas, comme on l'a trouvé à Macky Sall. On va le trouver, il va faire une grande carrière, n'est-ce pas, une nouvelle grande carrière diplomatique après le pouvoir, s'il ne veut pas lui-même être président. Oui. Donc tout ça, je répète, pour être le premier caïman dans le marigot, il faut des allégeances. Mon cher Jocelyn, il faut des allégeances. Et il faut des parrains. Il faut des parrains. Bon, on lui a dit, bon, mais qui ça le temps de tomber, va passer chez notre parrain le plus répugnant. C'est comme ça qu'il montre que tu es courageux, que tu es sérieux dans ta demande. Il allait donc rencontrer l'être le plus répugnant du continent africain à l'heure actuelle, M. Ouattara, à qui il a donné des gages pour des déclarations intempestives qui frisent la bêtise, n'est-ce pas? Il donne les gages parce qu'il espère que, bon, on va l'adouber. Et comme tu as dit, il faut bien que cette tolérance qu'on a eue à son égard débouche sur quelque chose de plus consistant et substantiel. C'est ça qu'il est en train de chercher, Jocelyn Ngoz. C'est ce qu'il est en train de chercher. Donc, moi, j'ai vu votre titre là, diplomatie, tout ça et consorts, diplomatie, renforcement de la France-Afrique. Oui, oui, c'est la dynamique. Et je pense que c'est le cœur de votre sujet. Quand on a fini de perdre un peu de temps sur les aspects personnels, dans le fond, voilà le fond du sujet. Vous savez qu'il y a un Tintin en France qui a dit qu'il va mettre fin à la France-Afrique. Avant lui, il y avait un autre que vous connaissez, tous ces gens-là. Ils sont très nombreux qui l'ont dit. Plus ils l'ont dit, plus ils l'ont renforcé. Mais Macron est plus dangereux parce que Macron
est dans une dynamique qui est très, très perfide et qu'il faut observer, analyser avec beaucoup de pertinence et avec les yeux de l'aigle. C'est quoi? Macron veut totalement renouveler les bases de la France-Afrique en faisant disparaître l'ancienne, la remplaçant par une nouvelle, mais tout en disant que ça n'existe plus. Regardez bien la démarche. La France-Afrique n'existe plus. Alors, pour montrer que c'est vrai, je démantèle la vieille France-Afrique de Gaulle, de papa. Je la remplace par une France-Afrique new look, c'est-à-dire des multinationales, des stars culturels et sportifs, suivez mon regard, on vous l'a dit, et de l'intimité. C'est quoi l'intimité? L'homosexualité, les LGBT, bref, la dépravation des mœurs. C'est-à-dire érigée en modèle. Alors, à partir du moment où un pays comme la France met dans sa prétendue constitution le droit à l'IVG, n'est-ce pas? Et que cette IVG, appelée comme telle en fait, il s'agit de tuer un être vivant. Quand vous regardez le nombre... de décès. Non, pas ça. C'est-à-dire que l'âge du fœtus qu'on tue, quand vous regardez, n'est-ce pas? Je crois que c'est 2 jusqu'à 6 semaines. Chose comme ça. Quand vous regardez... Bon, et même parfois plus. Hein. On peut vérifier. C'est-à-dire qu'en fait, ils se sont arrangés pour que ça soit déjà la vie. Ça soit déjà la vie. Pour tuer, pour que ça a tout le sens. Parce que ça a un sens. C'est vous qui jouez avec eux et ils ne font rien au hasard. Tout ce qu'ils font est un symbole. Tout ce qu'ils font, ils sont dans des rituels. Tout ce qu'ils font. Donc même cette loi, cette valeur qu'on intègre dans la constitution de la France, vise aussi à faire quoi? Vise à justifier et à donner des bases à la dépravation de mœurs dans les pays africains. Parce qu'on vous dira que non, la France a fait, comme d'habitude. Et quand les Français font, tu sais qu'il y a beaucoup d'Africains qui font aussi, puis ils sont français. Oui. Quand c'est valable en Amérique et partout, c'est automatiquement valable en Afrique. Parce que vous avez des millions d'Africains qui sont africains de peau, mais qui sont plus américains, qui sont plus français, ils sont plus canadiens, ils sont plus... etc. Vous les connaissez, ils sont très nombreux. Très, très nombreux. Donc, M. Macron, donc, est en train de renouveler la France-Afrique. Donc, cette dimension de, entre guillemets, de renouvellement que je viens de mettre sur la table, à savoir remplacer la France-Afrique de papa par la France-Afrique des multinationales, la France-Afrique mondialiste, dont centrée à Davos, et qui passe par l'intermédiaire de Rothschild, version France. Il faut bien comprendre ce que je suis en train de vous dire. Donc, il faut remplacer la France-Afrique par cette France-Afrique, dont on est multinationale, les stars, les artistes, les Fally Ipupa, tous ces musiciens que la France-Afrique recycle là, et appelle pompeusement grands musiciens, alors que leur musique, c'est du poison, dans les faits. Les grandes vedettes de football, vous en connaissez plein, des mercenaires, dès qu'ils ont un problème, c'est à France 24 qui vont les régler, vous les connaissez, je ne ferai pas l'honneur de citer certains noms ici, pour entrer dans les polémiques inutiles, mais ceux qui comprennent, ceux qui ont l'esprit ouvert, savent de quoi nous parlons. Macron a dit ouvertement que voilà les leviers de la nouvelle France-Afrique. Mais cette France-Afrique nouvelle qu'il est en train de mettre sur pied ne peut pas se passer de certains piliers politiques. Oui. Et parmi les piliers politiques, autant on veut profiter de la vieille France-Afrique historique qu'on veut démanteler. Et pour ça, il y avait des précarés essentiels dans ce dispositif. Le Gabon en est un, la Côte d'Ivoire en est un, le Sénégal en est un. Vous avez plein comme ça en Afrique. Le Togo, très bien, merci. Le Togo, même si le Maroc. Voilà, le Maroc, etc. Vous avez donc tous ces piliers-là, hein, qu'on fait tout, n'est-ce pas, comment on dit ça? On masque leur tard, qui démontre le double standard du discours des Occidentaux en général et de la France. C'est-à-dire, on veut la démocratie, mais évidemment que le Maroc n'est pas une démocratie. On fait semblant, on passe ça sous le boisseau. Sous le boisseau. La Côte d'Ivoire, c'est une démocratie. On dit que c'est une démocratie. Chacun voit très bien ce que ça vaut, ce que c'est. Mais on dit que c'est une démocratie. Il y a là-bas un mercenaire, n'est-ce pas, qui ne sait pas ce qu'on appelle une constitution, une loi fondamentale, qui a les milices familiales et personnelles. Sa femme maintenant s'est établie, sa femme a créé une milice, n'est-ce pas, qui recrute, écoutez bien, hein, qui recrute dans les institutions militaires et de sécurité du pays. Je répète bien, une femme, la femme d'un président, Madame Ouattara, crée une milice personnelle, parce que depuis qu'il y a eu les mutineries, elle a décidé que, bon, ok, moi, si mon mari veut s'amuser, moi... Allez-y, on vous écoute. Oh là là, désolé. Moi, je ne m'amuse pas. Désormais, on ne nous prendra plus. J'ai créé une milice. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle détache des militaires
Fabrice, elle détache des militaires, gendarmerie, dans l'armée et tout, pour constituer sa milice en Côte d'Ivoire. Et cette milice est une supra-milice qui est au-dessus de toutes sortes d'institutions militaires. C'est-à-dire que les chefs même qui sont les chefs de l'armée, des institutions militaires, policiers, etc., ne peuvent pas donner un seul ordre à un élément de cette milice-là. Ça se passe à l'heure actuelle en Côte d'Ivoire. C'est connu. Mais est-ce que pour la France, voilà une valeur démocratique? C'est-à-dire qu'une personne privée qui n'a aucun statut officiel en dehors de première dame crée une structure armée qui est au-dessus des institutions armées du pays. Ça, c'est une valeur démocratique. Je ne reviens pas sur le rapport que Ouattara avait avec la Constitution. La Constitution ivoirienne, c'est son papier hygiénique. Il s'en sert après être allé aux toilettes. Mais pour la France, c'est la démocratie. C'est une démocratie. Je ne parle pas du Sénégal. C'est le modèle démocratique par excellence. Et d'ailleurs, même, on propose à tous les pays africains de se sénégaliser désormais. C'est ce qu'on nous offre là maintenant. C'est le modèle universel en Afrique. Sénégalisez-vous. On peut citer comme ça pour vous dire que les envolées lyriques du petit garçon de l'Élysée, quant à sa volonté de changer la France-Afrique, a dit qu'ils ne peuvent tromper que les naïfs. Tout montre qu'on va changer pour que rien ne change, pour que les choses deviennent plus pires. Et d'ailleurs, les généraux français vous le disent maintenant ouvertement, il faut coloniser l'Afrique. Et c'est le projet de Macron, derrière la volonté de soi-disant supprimer la France-Afrique. Donc la France-Afrique, c'est un État profond. C'est un État profond. Il est un État profond qui a sous sa coupe des États, qui a sous sa coupe des réseaux économiques, des réseaux de violence et de criminalité absolue, mais qui évoluent en dehors de la loi. Ce sont des puissances ésotériques. C'est ça l'état profond qu'on appelle la France-Afrique. Vous voyez très bien que vous ne voulez pas changer. On ne change pas un truc comme ça en remplaçant Ali Bongo par Oligui Nguema Bongo. On ne change pas un truc comme ça par des alternances qui sont réservées pour les enfants, qui font sourire, alternance à tromper les enfants. On ne change pas un tel système parce qu'il y a un enfant de 40 ans qui se lève et qui est fou et qui n'a même pas de statut sexuel. On ne sait pas s'il est un homme ou s'il est une femme, n'est-ce pas? Qui se lève et dit non, il faut renouveler la France, il faut changer tout ça. Donc, ce sujet permet de mettre sur la table, n'est-ce pas, ce grand bluff pour dire que c'est de bruit. La France change pour ne pas changer du tout et être plus prédatrice qu'avant. Finalement, on est dans un système marketing, la bouteille change, mais le produit reste le même. André Kissafe-Nga, je vais quand même vous dire, voici les propos d'Oligui Nguema du côté d'Abidjan. Je sollicite l'appui de mon aîné ici présent afin de plaider en faveur de la levée des sanctions de l'Union africaine qui pèse sur le Gabon. Et je sais compter sur vous. Et sur le coup, Alassane Dramane Ouattara va le rassurer d'ailleurs Oligui Nguema en déclarant, je cite, « La Côte d'Ivoire sera à vos côtés pour vous offrir nos conseils. » Alors, Monsieur Jocelyn Ngoz, l'Union africaine est une succursale de l'Union européenne. Donc, si on va plaider pour vous à l'Union africaine, ça veut dire qu'on est en train de supplier l'Union européenne de venir à votre secours. Et je pense que nous, les Africains, nous savons tous que l'Union africaine n'est pas notre service. C'est au service de l'impérialisme, c'est au service de tous ces gens-là. Donc, aller plaider pour cela, c'est une façon de commander un passeport ou bien un visa pour aller en France ou en Europe. Simplement ça. C'est tout ce qu'il faut simplement... il faut simplement dire que on a eu tromperie dans la marchandise. Parce qu'il y a eu une euphorie avec l'arrivée d'Oligui Nguema, croyant que non, c'est une révolution. Écoutez, on proclame les élections à 3 h du matin, à 5 h du matin, il y a coup d'État. Ça s'est préparé comment, quand? En fait, c'était simplement une entente, n'est-ce pas, qui s'est faite. On a dit, bon, ok, Ali Bongo ne pouvant pas, au vu de sa forme, au vu de son état de santé, il ne pourra pas continuer. Donc, il fallait voler cette victoire, soi-disant de l'opposition. Il fallait l'arracher, cette victoire-là, même si tous ceux qui devaient arriver là, on les connaît tous, le professeur Ondosa, qui est un ancien ministre du clan Bongo. Vous voyez un peu, donc. Mais on peut changer, c'est possible.
On peut changer. Il peut avoir des reconversions, même tardives. Il peut avoir. Mais nous savons tous que le Gabon, quand même, est l'une des chambres, n'est-ce pas, très fortes de la France-Afrique. Et donc, pour comme quelque chose de bon puisse sortir de là, et je me questionnerais, comme dans les Saintes Écritures, comme Nathanaël, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? Est-ce que quelque chose de bon, de panafricain peut sortir du Gabon avec cette génération de après Bongo? Vous voyez un peu, parce qu'avant Bongo, il y a quand même eu des panafricanistes, il y a eu des nationalistes, il y a eu des gens qui ont lutté pour l'indépendance du Gabon. Donc après la prise de contrôle du pouvoir par Bongo, on a vu, d'ailleurs même il avait même supplié la France, n'est-ce pas, d'annexer le Gabon, que le Gabon devienne une île ou bien un territoire français, un territoire d'outre-mer, comme Haïti, les autres. Les Antilles françaises. Les Antilles françaises, le Mayotte et tout le Guadeloupe et tout le reste. Donc, vous comprenez que après que le père Bongo ait pris le pouvoir, le président Bandakadini l'a dit tout à l'heure, après s'être arrogé tous les pouvoirs mystico-sataniques, n'est-ce pas, où le joulatisme était au vu et au su de tout le monde, sans compter que des pratiques traditionnelles d'un autre genre se faisaient. Donc, il a pris le contrôle du Gabon spirituel et du Gabon naturel. Et c'est ça qui a fabriqué la plupart de l'élite. Même le Jean Ping qui vient se lever pour dire qu'il va combattre Ali Bongo. Sort d'où? C'est la fabrication. C'est la même armée. De la même armée. Donc, en réalité, on est là dans un combat où il faut véritablement appuyer où ça fait mal. Et appuyer où ça fait mal, c'est de dire que Oligui Nguema n'est pas panafricain. Oligui Nguema ne cherche pas le bien-être des Gabonais. D'ailleurs, la preuve, première des décisions importantes qu'il prend, n'est-ce pas, c'est de dire que, ok, ce qui est comme la CNPS chez eux va être privatisé. Vous savez qu'il y a beaucoup d'argent à la CNPS. Oui. C'est la caisse des retraites. Sera privatisée. Pourquoi? Parce que les lobbies français, des banques françaises, n'est-ce pas, qui ont beaucoup d'argent dans cette affaire-là, devaient récupérer cet argent-là, mais doivent récupérer cet argent-là pour le gérer. Et donc, en dehors de payer, n'est-ce pas, leurs dettes, qui, soi-disant leurs dettes, rembourser la plupart, ce qui était mis en agenda premier, c'est les dettes de certaines sociétés françaises, qu'il fallait payer le plus rapidement possible, alors que les Gabonais manquent d'eau, manquent d'électricité, manquent de beaucoup d'autres choses. Mais la première des choses, des décisions, c'est de payer d'abord, n'est-ce pas, les dettes de certaines entreprises françaises. Donc, vous comprenez qu'en réalité, le projet, c'est simplement, n'est-ce pas, d'aller, n'est-ce pas, satisfaire les besoins de la France-Afrique. Et c'est pour ça qu'il ne peut qu'aller voir Alassane Dramane Ouattara, qui, justement, est l'un des têtes de proue, n'est-ce pas, de la France-Afrique actuelle, n'est-ce pas, dans le monde, en lui disant, grand frère, aide-moi à devenir, à sortir, n'est-ce pas, le pays des sanctions. Et sachez-le, Oligui Nguema sera candidat à l'élection présidentielle de 2025, c'est l'année prochaine. Parce qu'il va enlever le treillis pour devenir, il aime le pouvoir, hein. Il a vécu dans le pouvoir, il a vécu dans l'opulence. D'ailleurs, vous savez qu'il a eu sa fortune qui est un peu de partout disséminée dans le monde, n'est-ce pas? Il faut sécuriser cet argent-là. Et l'argent des Bongo aussi, il faut le sécuriser. Vous voyez un peu. Donc, et c'est lui qui connaît la plupart des banques des paradis fiscaux où se trouve cet argent. Donc, vous comprenez que c'est un élément important de la France-Afrique. Et d'ailleurs, dès qu'Ali Bongo a quitté le pouvoir, il paraît qu'il y a Madame le maire de Paris qui a demandé qu'on vende, n'est-ce pas, les maisons des Bongo pour faire des logements sociaux, n'est-ce pas? On attend où la procédure va arriver. On attend de voir. Merci à vous, André Christelle Fanga. Président Badakani, en quelques secondes, votre mot de fin. En quelques secondes. Ben, on n'a pas fini de découvrir les visages de cette transition gabonaise. Mais pour nous, les panafricanistes, il y a longtemps, nous avons dit que c'était une transition nécessaire et n'est pas exclu qu'elle-même débouche sur une autre transition. C'est clair. Tout ce que nous on va dire, je ne vais pas terminer cette émission sans le signaler fermement. Fanga appelle ça des décrets. Tout ce que nous pouvons dire à nos amis du Gabon, c'est qu'il faudra bien qu'ils sachent l'interdépendance qui lie tous les peuples de l'Afrique centrale.
de tous les États de l'Afrique centrale. C'est-à-dire que si les dynamiques qui sont mises en œuvre par la transition gabonaise sont de nature à déstabiliser l'Afrique centrale, en général et en particulier les pays voisins du Gabon, M. Oligui Nguema le paiera très cher. Parce que nous, on ne le laissera pas faire. Il faut qu'ils comprennent très bien dans quelle configuration ils se trouvent en Afrique centrale. Il y a beaucoup de gros enjeux ici. Ces enjeux sont même premièrement divins. Je dis divins. Il doit s'assurer que les milieux ésotériques qu'il fréquente et qu'il ont initiés, qu'ils soient en phase avec ce que Dieu veut faire en cette saison dans le monde en général, en Afrique et dans la sous-région Afrique centrale en particulier, et qu'il n'aille pas contre ça. Ça, nous le disons clairement. Si dans ces comment on appelle ça, Tergiversation, soit c'est du vagabondage ou c'est n'importe quoi. Terminons, président. Si dans ces errements-là, il ne tient pas compte du fait de cette donne que je viens de mettre sur la table en Afrique centrale, il court au-devant de périls très graves. Il n'est pas le premier à qui nous avons eu dire cela. Avec qui nous avons eu à choquer, et nous savons comment cela s'est terminé. Moi, j'ai un profond respect pour les Gabonais. Moi, je ne veux pas défier le président de la transition qu'ils aiment tant. Mais je dis simplement que il y a des gros enjeux sous-régionaux. Il y a des enjeux africains. Les Africains sont en train de négocier leur libération, se battent pour l'indépendance du continent, pour rendre hommage à ceux qui nous ont précédés, les générations qui nous ont précédés, et qui ont payé très cher dans l'esclavage, la colonisation, le néocolonialisme, etc. Il n'y a aucune autre vision politique qui a de la valeur, qui ne reprenne pas, qui ne s'inscrive pas, mon cher Jocelyn, dans cette dynamique. Nous souhaitons que le président de la transition au Gabon se souvienne de cela et réconcilie ses intérêts personnels ou bien ses intérêts politiques avec cette dynamique. Si ce n'est pas le cas, je le répète, tant pis pour lui, il le payera très cher. André Kissel Fanga, quelques secondes, votre mot de fin. Écoutez, le mouvement panafricaniste est en train de prendre la vitesse de croisière. Et dans cette vitesse de croisière, ceux qui seront à côté des réacteurs, c'est-à-dire vous connaissez le vent qui souffle, qui sort des réacteurs, n'est-ce pas? Le feu à la limite, n'est-ce pas, dans son envol, va justement ou les consumer, ou les projeter à distance, n'est-ce pas? Parce que cette Afrique-là, aujourd'hui, c'est une Afrique qui ne va plus laisser des petits sous-fifres. Et, oh là là, c'est parce qu'il nous reste quelques secondes. Il y a un général là français, le Crank. On va s'occuper de lui. Merci messieurs d'avoir été là ce matin. Merci à vous, André Kissel Fanga. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous également, président Banakali, d'avoir été là cet après-midi. Mesdames, messieurs, merci à vous également de nous avoir suivis. Restez sur Panafricaniste TV. L'information est en continu sur notre chaîne. Bonne journée à toutes et à tous.